à toutes et à tous, Dobry den, Dober den, Bună ziua, Guten Tag, Grüß Gott. Comme chaque semaine, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. C'est Bienvenue à l'Est, épisode 33, saison 2. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent en images sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch ou encore en Afrique sur les chaînes Startsil TV, Camara Media TV. À la réalisation, on retrouve Eric Mourechan. Bună ziua, Eric. Bonjour Anna. Bonjour Eric. Bonjour Jérôme. Bonjour Eric. Bonjour Jérôme. Aujourd'hui c'est le Téléthon. Pensez à faire le 36-37. Il faut arriver à bout de ces maladies génétiques rares. Cette semaine il y a une autre lutte, celle contre les violences faites aux femmes. Et nous allons d'ailleurs en parler avec nos invités. Ce sera vers 19h45. Elle est créatrice de mode, designer d'intérieur, fondatrice d'écoles de mode et des arts à Paris, peintre plasticienne. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Angela Dalakian. Bonjour Angela, bienvenue sur Armada. Bonjour. Elle a investi le plateau d'Armada. La compagnie Hors des Frontières est une compagnie de théâtre rare. Avec elle, il est possible de faire du théâtre malgré toutes les barrières linguistiques. Ils étaient sur scène du théâtre Jonker avec la pièce Qui est coupable d'Ivan Karpenko-Kari. À partir du 7 décembre, elle sera au théâtre Clavel avec Peter Pan. Avec nous, l'actrice, metteuse en scène, Maria Kirishenko et Gary Darancy. Ils ne sont pas venus seuls. Bonjour à toute la compagnie Hors des Frontières. Bienvenue sur Armada. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Dans un instant, on parlera cinéma, mais aussi musique avec les charts, l'agenda et les livres de la semaine. Cette fois-ci, on partira en Autriche avec le prix du livre autrichien France 2024. On ira faire la fête un peu partout en Europe centrale et orientale. Cette semaine au programme Albanie, Roumanie et Lettonie. À 20h, vous retrouvez le journal avec les informations de la semaine en Europe centrale et orientale, mais aussi la météo européenne du week-end. Oui, avant de découvrir notre première invitée, Angela Dalakian, aujourd'hui est peut-être un jour particulier pour vous. On vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, comme pour nos stars du jour, parmi lesquelles on souhaite un bon anniversaire donc à Ludwika Paleta, une actrice polonaise qui fait toute sa carrière au Mexique. Bon anniversaire aussi à la rappeuse polonaise Oliwka Brazil, Oh My God. Son premier album en collaboration avec Viktor Wojcik est sorti depuis quelques jours. Bon anniversaire aussi à Vlado Kreslin, chanteur et harmoniciste slovène du groupe Atomic Harmonic. Sa musique mêle rock et folklore. Bon anniversaire à Snejana Markovic, actrice bosnienne à la carrière internationale. Elle joua It's Hard to Be Nice, The Hunting Party, Mort à Sarajevo ou encore Sevap Madziva. Et oui, et elle a partagé l'écran avec Richard Gere, je tiens à le redire, The Hunting Party. Bon anniversaire aussi à Nina Grebeshkova, actrice russe qui a souvent joué les seconds rôles dans les films de son mari Leonid Gaïdaï. En revanche, les comédies de Leonid Gaïdaï sont toujours regardées et aimées en Russie. Tout à fait. Et nos pensées du jour vont à l'actrice polonaise Elizabeta Bartczewska, actrice de cinéma dans les années 1930. On l'a connue surtout au théâtre, jouant Hamlet de Shakespeare, la Cerisée de Tchekhov, le Cid de Corneille pendant 6 ans ou encore le rôle-titre de Marie Stuart de Schiller. Elle a été décorée de la Croix d'Or du mérite polonais en 1953. Bref, une grande dame. Andrzej Kijowski, c'est un écrivain, un romancier, il est essayiste, scénariste, critique littéraire et traducteur polonais. Il fut l'un des plus importants romanciers polonais, traducteur du français au polonais. Il est l'auteur notamment de la lettre de protestation des écrivains polonais contre la censure instaurée le 29 février 1968. Il a été promu commandeur à titre posthume de l'ordre Polonia Restituta en 2008. Place tout de suite à l'interview avec notre première invitée, Angela Dalakian. Créatrice de mode, designer d'intérieur, fondatrice d'écoles de mode et des arts à Paris, peintre plasticienne. Vous menez plusieurs activités artistiques de front et ma première question concerne la création artistique. Vous parlez de contraste entre les émotions, les textures, les formes et les techniques qui régissent de façon à appréhender la peinture. Comment ces contrastes se réalisent dans vos œuvres ?
Ты говоришь про контрасты между эмоциями, текстурами, формами, техниками. И можешь ли ты нам сказать, как эти контрасты реализуются в твоих произведениях? Во-первых, спасибо большое, что пригласили на вашу передачу. Merci beaucoup pour l'invitation à votre émission avant tout. Концепция моего творчества, она именно заключается на теории дуальности. То есть, когда две дуальности, душа и материя, сталкиваются вместе, взаимодействуют между собой, получается триединый мир. То есть, получается гармония. А контрасты в творчестве – это разность материалов, да, казалось бы, совершенно… Toute mon œuvre est fondée sur la dualité entre la matière et l'âme. Et quand les deux dualités se rencontrent, ça donne quelque chose en trois dimensions, en fait, l'œuvre en trois dimensions. Et ce qui concerne la réalisation, c'est surtout la rencontre des matières. D'ailleurs, on voit des œuvres, on va voir des œuvres défiler de Angela Dalakian. Et alors voilà, pour vous, donc le sacré, c'est intimement lié à l'art. En quoi la spiritualité est importante dans le travail de plasticienne? Ты говоришь, что духовность очень важна в твоем искусстве, и как вот эта духовность, насколько она важна в твоем творчестве художника? Ну, духовность – это основа всех основ. Для меня вдохновение приходит именно от проявлений души, от проявлений моих эмоций, от проявления эмоций клиентов, возможно, да. Вот если посмотреть на мою коллекцию, казалось бы, такие обтекаемые нежные формы и какие-то такие прям громоздкие, но в то же время они тоже очень пластичные, очень такие. То есть вот триединость мира моего, да, моего восприятия, она именно в этом и заключена, что вот эти два несовместимых как бы формы, материала, они сплетаются воедино, и получается гармония между ними. La spiritualité, pour moi, c'est ce que mon âme, en tout cas, peut me donner comme émotion, comme sentiment, et je m'en inspire. Ça peut être aussi les émotions de mes clients. Et quand ces deux entités se rencontrent, c'est-à-dire l'âme et la matière, ça donne un monde en trois dimensions et une sorte de trinité. Même quand on regarde ma collection, par exemple, il y a les formes assez, il y a des courbes des formes, les formes fluides, alors que la matière peut paraître lourde. Mais ça donne quelque chose d'harmonieux. D'accord. Et tu animes des masterclass d'art-thérapie. Alors, pour vous, la psychologie est comparable au sacré, l'art a une fin thérapeutique? То есть ты делаешь мастер-классы по арт-терапии, для тебя психология, она стоит рядом, может быть, с духовностью, и искусство имеет цель терапевтическую? Ну, начну с того, что я пришла в психологию. Ну, во-первых, я это люблю, а второе, что я вынуждена была, да, решать какие-то свои проблемы, внутренние проблемы благодаря психологии. Ну, и будучи художником, я поняла, что мне помогает, то есть я могу лечить какие-то свои травмы, какие-то свои вопросы решать с помощью психологии. И объединив вот психологию и искусство, у меня получилась как бы интеллектуальная живопись. D'abord, j'aime la psychologie et ensuite, bien sûr, je recours à la psychologie pour régler mes propres problèmes. Et quand j'ai commencé à faire de la thérapie, de m'intéresser à ça, bien sûr, j'ai vu que l'art pouvait devenir un art intellectuel qui pouvait guérir, et bien sûr la rencontre a donné l'art-thérapie. Alors après le soin, on va parler de la peinture. On a hélas pas de tableau à présenter, mais cependant l'engagement politique, il est également présent dans la peinture, et en 2024 vous avez exposé le tableau intitulé Prix et valeurs au Festival de Venise en Italie. Est-ce qu'on peut parler de ce tableau et nous dire pourquoi et enfin ce qu'il représente pour vous?
Кроме терапии, да, в твоем искусстве еще присутствует политическое ангажирование, и ты выставила свою картину «Цены и ценности» на фестивале в Венисе. Можешь ли ты нам рассказать об этой картине, что она для тебя представляет? Эта картина, она очень важна для меня, потому что как художник может выразить свое несогласие с политической системой, с политической обстановкой только благодаря своим полотнам, благодаря своему искусству. Pour moi, ce tableau est très important parce que c'est de toute façon la seule façon pour un artiste de s'opposer au régime politique et de ne pas être d'accord et montrer ce désaccord, c'est bien sûr à travers la peinture. Я армянка, и для меня вот вопрос Нагорного Карабаха как раз в те дни, когда это полотно и создалось, это было очень важно и актуально. То есть я выразила свой протест, потому что этот геноцид, этот этноцид, который продолжался более 100 лет, он повторился и вновь повторяется. То есть взяли и подарили земли ни с сего, ни с того, выгнали людей из Карабаха, а только потому, что им нужна была эта территория, чтобы провести вот эти трубы. Je suis arménienne et à l'époque où je peins ce tableau, c'était en plein conflit en Karabakh. Et donc, le génocide et l'ethnocide qui a été déjà perpétré il y a 100 ans s'est renouvelé. On a pris des terres, on a chassé les gens de ces terres pour la seule raison, c'est de faire passer la pipeline. Oui. C'est dire où va l'humanité. Hein. Quelle est l'importance de l'humanité? Да, куда идет человечество, да, и человечность. Ну вот сравнить, да, вот сравнить, что важно. Я просто даю зрителю подумать, а что же важно в наше время? Цена, то есть те деньги, которые они заработают, или те ценности, которые мы можем растерять? Et à travers ce tableau, moi, je pose vraiment cette question. En fait, qu'est-ce qui est important? C'est le prix. En fait, c'est le prix qu'ils vont gagner, bien sûr, à travers cette vente de pétrole, ou bien c'est les valeurs qu'on peut transmettre ou qu'on perd. Exactement. On va continuer avec l'école de la mode et des arts. Ton école donc propose plusieurs cursus. Qui sont-ils? À quel public s'adressent les formations et surtout en quelle langue? И теперь мы поговорим еще про твой театр моды и искусства в Париже, да. Ты предлагаешь несколько обучений. Для кого они созданы, на каких языках и к какой публике они вообще обращаются? Предназначены. Это детский театр моды. C'est l'école pour les enfants. Казалось бы, в столице моды нет детского театра моды. Dans la capitale de la mode, il n'y a pas de l'école de mode pour les enfants. Есть много агентств, много всего, да, но обучение моде детского возраста, это не практикуется. Il y a beaucoup, bien sûr, il y a beaucoup d'agences, mais il n'y a pas d'école où on va apprendre la mode aux enfants. И цель моего обучения, ну, она предназначена для детей от 4 лет. И цель моего обучения обучить детей креативно мыслить. Эстетическое воспитание, конечно, это основополагающее. Мы проходим предметы моделирования, макетирования, истории искусства обязательно на всех уровнях. Даже для 4-летних мы преподаем историю искусства, историю моды. L'école s'adresse aux enfants à partir de 4 ans et à tous les niveaux, on enseigne bien sûr l'histoire des arts, on enseigne le modélisme, on enseigne les maquettes, l'art de faire les maquettes et c'est important d'abord d'apprendre à créer et à être créatif et d'apprendre créativность, эстетическое воспитание. C'est ça, et la formation esthétique, voilà, c'est ça. Основанная на культурно-духовных традициях. Et cette formation esthétique est basée sur les traditions culturelles, sur l'histoire.
Ну, поскольку я только переехала 1,5 года как здесь, я не владею французским языком, я преподаю для пока что русскоговорящей аудитории. Et comme c'est seulement 1 an et demi que je suis en France, en fait, pour l'instant, j'enseigne qu'en russe parce que je maîtrise pas encore le français. Et cet amour de l'enseignement, l'amour de la transmission, d'où ça vient? И ты любишь что-то передавать, преподавать, да? Откуда это вот у тебя вот желание обучать пришло? Ну, все дело в том, что я до сих пор обучаюсь. Я в прошлом году закончила по маркетингу искусства, закончила университет европейский. En fait, c'est parce que moi-même, je suis toujours en train d'apprendre et l'année dernière, par exemple, j'ai terminé la faculté de marketing des arts dans une faculté européenne. И поэтому, ну, есть у меня это желание поделиться своими знаниями, поскольку я понимаю, что людям интересно, люди хотят, ну, им это интересно, я могу передать. Et j'ai envie de transmettre, j'aime transmettre et je vois que les gens ont besoin de ces connaissances, de ce que je peux apporter. C'est génial. Moi, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Я согласен полностью. Alors justement, on va revenir sur les tenues. Donc créatrice de mode. Et alors tu travailles une matière qui est inhabituelle pour les podiums, c'est l'osier. Мы вернемся к твоей коллекции, да, и ты работаешь с материалом, скажем, с материалом, который очень необычен для подиума, да, это лоза. Voilà. Moi déjà, je suis très attaché à l'osier puisque mes ancêtres ont travaillé l'osier pendant 150 ans, de 1833 à 1983. Donc je suis très touché que enfin l'osier arrive à la mode. Comment tu es venu à cette matière et alors tes collections d'accessoires absolument surprenantes, on en a vu en images. Я вообще к этому материалу очень неравнодушен, потому что мои предки работали с лозой 150 лет, ну, 19-20 век. И как вот пришло вот это желание работать с таким материалом? Ну, я говорила, что я всегда изучаю, во-первых, изучала многие виды декоративно-прикладного искусства, да, именно плетение лозой, оно идет испокон веков. D'abord parce que moi j'ai appris beaucoup, enfin j'ai étudié beaucoup d'applications des arts, y compris l'osier. Ah, d'accord. И поэтому я в своем творчестве, в одежде, в декоративных этих элементах стараюсь использовать именно забытые какие-то декоративно-прикладные искусства, чтобы возрождать их тоже. Et comme le losier c'est un art appliqué très ancien, moi je tiens justement à renouveler ou à perpétrer en fait ces arts appliqués anciens. D'accord. Et alors, quel osier tu travailles? Il y en a plusieurs. Il y a du buff, il y a du brut, il y a du blanc, pas le vert parce que sinon ça casse. Quel genre d'osier tu travailles? С какой лозой ты работаешь? Вообще, как это происходит? Но дело в том, что мы, когда я это делала, это было в Москве. В Москве не очень много материала, и нам пришла идея в голову, что можно из газеты, из обыкновенной бумаги, которая, кстати, выбрасывается, ну, как бы вторичная переработка, да, получается, материала, и из него плести лозу, а потом из этой лозы уже плести эти... Vous serez étonné parce que j'ai commencé à faire ces accessoires à Moscou. Il n'y a pas beaucoup d'osier à Moscou et en fait, en réalité, je travaille avec le recyclage. Je recycle le papier journal. Et c'est pas l'osier, c'est le papier journal retravaillé. Ah bah dis donc. C'est du papier journal. Oui. Oh, c'est impressionnant. Impressionnant, parce que quand tu vas à Faille Bio, par exemple, chez mon grand-père, paix à son âme, moi, je suis originaire de la capitale de la vannerie en France, et franchement, on n'y voit que du feu. Hein. Естественно, я, который видел моего дедушку работать, который работал с лозой, для меня это была настоящая лоза, я вообще не увидел разницы. Круто. Это мастерство, спасибо. Молодец. C'est comment dirais-je? On a alors il y a aussi le processus, donc du coup c'est du papier recyclé. C'est impressionnant.
Je suis troublé en fait. Du coup, alors tu rénoves aussi donc des meubles anciens donc avec le design d'intérieur aussi. Ton travail est intimement lié à la matière, donc et à la diversité des supports. Dans ce travail plus pragmatique, plus matérialiste, tu recherches toujours une spiritualité, un sens artistique, y compris dans le design intérieur, y compris dans les meubles anciens. Ты реставрируешь мебель, ты делаешь дизайнер, господи, внутренний, да, дизайнер. И ты всегда работаешь с материей. Для тебя материя важна. Но вот даже в этой работе, более прагматичной, более материальной, ищешь ли ты какую-то духовность, ищешь ли ты какой-то артистичный смысл? Обязательно. Oui, bien sûr, Обязательно. bien sûr. И каждый элемент даже я до расскажу, чтобы было понятнее. Многие люди, которые покупали мои картины, приходили ко мне с вопросом, это уже во Франции, приходили с вопросом, а как декорировать тот уголок, где будет висеть эта картина? Je raconte une petite préhistoire. Même en France, quand les gens achetaient mes tableaux, ils venaient me voir en posant les questions, mais comment je peux décorer le lieu où je vais exposer ce tableau? И у меня возникла идея, почему бы не как бы картине уже подобрать мебель. То есть не то, что подобрать новую мебель, а можно эту мебель декорировать, покрасить, там, я не знаю, что-то добавить. Et du coup, j'ai eu l'idée, pourquoi pas proposer, par exemple, restaurer un meuble, ou pas fabriquer forcément, mais restaurer un meuble, préparer, en fait, aménager cet endroit qui va aller avec ce tableau. То есть мебель я уже делала под картины. Et du coup, je faisais les meubles en fonction de mes tableaux, pour faire de l'harmonie avec mes tableaux. C'est génial. Ah, c'est la première fois que je vois un peintre qui propose en plus Oui. l'aménagement Ça va de les avec places le pour décor. son œuvre. Ouais, ça va avec le décor. Невероятно, Alors, il конечно. y a un truc, c'est que le 5 décembre, elle va être avec nous, du coup. Donc, à la conférence spectacle organisée par l'association Lucky le 5 décembre à l'hôtel Audalis à Paris dans le 17e. À quoi doit s'attendre le public? Так как ты будешь выставлять свои работы, картины 5 декабря, да, во время конференции, что публика может ожидать во время этого вернисажа? Ну, поскольку есть какая-то тематика, да, вот это интим, это такое какое-то такое мягкое, нежное, что-то там цветы, так, прям навевает, да, вот это все какую-то вот такую цепочку. Я выставлю более такие мотивы, цветочные мотивы, вот такого плана, небольшие Comme табло. nous avons une certaine thématique, donc l'intimité, une douceur, et du coup, la thématique florale me vient en tête, donc ça serait beaucoup de, peut-être de fleurs. Quelque chose de tendre, en fait. Oh, mais la rose, elle pique. Но на розе есть колючки. Ну, а как же? Ah, ça fait vibrer. Ah, ça me fait, je suis en plein Tristan et Isolde, donc ça me fait penser à l'épine odorante. Voilà, c'est... C'est très belle littérature. Tiens, avant de parler littérature, parce qu'on va parler de littérature, on va partir en Autriche, vous allez voir avec le livre autrichien français. On va vous présenter les 5 finalistes parce qu'ils sont en train de délibérer pour remettre le prix ce soir. Donc on vous donnera la réponse la semaine prochaine. On va vous présenter les 5 livres tout à l'heure. Là pour l'instant on va parler de cinéma. On parle de cinéma d'abord avec Merci beaucoup Angela, j'ai oublié de vous remercier. Merci aussi. Merci. Donc allez la découvrir, ça vaut vraiment le coup. Donc à Tallinn, je reprends, se déroule donc le festival du film BALT Black Nights 2024. Les 2 principaux prix de la compétition BALT ont été décernés à des films lituaniens. Le prix du meilleur film BALT a été décerné à The Southern Chronicles d'Ignas Miškinis, salué pour son portrait de la Lituanie post-socialiste à travers le voyage dans le temps, qui est à la fois visuellement convaincant et engageant en termes de musique et de narration. Le prix du meilleur réalisateur BALT a été décerné à Laurinas Bairiša pour Drawing Dry, présenté en avant-première du festival du film de Locarno de cette année. On vous en avait déjà parlé, on vous a montré même un extrait à suivre, hein, il est nommé aussi aux Oscars.
Le documentaire polonais Pianoforte documentaire et film a remporté avant-hier soir à New York un prix pour la meilleure programmation artistique lors du gala des internationales Emmy Awards. Le film réalisé par Jakub Piatek montre les coulisses du concours Chopin à Varsovie. Ce n'est pas le seul prix que le réalisateur a remporté pour ce film exceptionnel, mais c'est certainement le plus prestigieux. Et vous pouvez voir le film sur Arte. Le 30 novembre et le 1er décembre, alors c'est un week-end exceptionnel, c'est celui qui arrive, c'est un week-end exceptionnel de cinéma documentaire ukrainien. Au Centre Pompidou, vous découvrirez 4 films de la collection Génération Ukraine projetés en avant-première, en présence des réalisateurs Roman Blajan pour Enfermé par les Russes Yaïné 2022, Svitlana Lishinska pour Mariupol, 3 femmes et une guerre, Pavlo Cherepin pour Inside Zaropia, Zaporozhia. Je deviens dyslexique. Inside Zaporozhia, une centrale nucléaire dans la guerre. Génération Ukraine, c'est une collection de 12 documentaires réalisés par des cinéastes ukrainiens, soutenus par Arte et ses partenaires européens. Ces œuvres poignantes explorent l'impact de l'agression russe sur l'identité, la mémoire et la société ukrainienne à travers des récits de résistance et de réflexion. Chaque projection, c'est à noter, sera suivie donc de discussions avec les réalisateurs producteurs et Antelme Vido, notre spécialiste du cinéma ukrainien en France. Réservez vos places, c'est un week-end super sympa. On continue, le Centre culturel de Serbie et le studio des Ursules vous propose l'hommage à Aleksandar Petrović jusqu'au 7 décembre 2024. Aleksandar Petrović est l'un des cinéastes serbes les plus célèbres pour le grand public yougoslave, ainsi que pour les spécialistes de cinéma à l'étranger. Petrović est connu pour depuis le milieu des années 60. Son film 3 a été nommé aux Oscars en 1966 dans la catégorie du meilleur film étranger. Vous pourrez voir le film ce dimanche au Centre culturel de Serbie. Aleksandar Petrović a atteint la renommée internationale avec son film J'ai même rencontré des tziganes heureux. On va voir le teaser. Oh là là, oui. Et on peut voir ce film qui était présenté au Festival de Cannes en 1967. On peut le voir demain à 19h30 au studio des Ursulines. Oui, alors 2 films vraiment à voir. Le Centre culturel de Serbie, c'est au 123 rue Saint-Martin, 7504 Paris. C'est dans le 4e. Et puis avant de parler des charts de la semaine, un avant-goût du film. J'ai même rencontré des tziganes heureux, multi-primés. C'est d'Aleksandar Petrović. Tout de suite, les images. Мою головушку, а это зазнобило, вот его, мою Gelem, lungo nedromeja, maladilem, šuhare romeja. Gelem, lungo nedromeja, maladilem, šuhare romeja.
Alors, nous passons Eh aux oui, charts. ça, c'est un film vraiment à aller voir. Hein. C'est toujours... Exactement. Nous passons aux charts de la semaine. Alors, on commence par les sorties de clips. En Bulgarie, le clip d'Emilia Zbirka Adresa comptabilise plus d'1 million de vues en 4 jours. Un son et un rythme unique, une histoire romantique et sexy avec des images pleines de sensualité dans le monde moderne où l'amour a peu de place dans les affaires. Côté charts internationaux, je vous amène en Moldavie. Misha Miller et Alex Velea sont en haut du classement avec le titre Bam Bam, avec 800 vues sur YouTube en un jour. Ce titre a aussi le premier en Ukraine et en Biélorussie. On file en Slovaquie, Vesna cumule 900 000 vues avec le titre Moravo en 5 jours. Et on finit avec la Roumanie, le titre Avinit Poliția de Théo Rosé qui affiche 770 vues en 2 jours. 770 000. 770 000 vues en 2 jours. Et en plus, ce clip, en un mois, il a eu 37 656 500 vues sur YouTube. Eh ben bravo, découvrez, allez voir sur YouTube, découvrez ces artistes, ils remplissent des stades, c'est incroyable, on n'en entend pas parler ici Non, pas du tout. En France ou même dans les pays occidentaux. Allez les découvrir, ça vaut vraiment le coup. Et puis on sait jamais, ils peuvent très bien venir en France aussi. Hein. J'ai entendu parler qu'il y en avait certains, ils sont en concert régulièrement, qui viennent de tout le monde entier. C'est franchement, allez voir, on ne fait pas que chanter en français et en anglais. On passe tout de suite à l'agenda, il est 19h31 sur Armada. L'Institut slovaque qui organise l'exposition de Katarina Vavrova à la fondation Taylor, 1 rue La Bruyère, 7509 Paris. Katarina Vavrova est une illustratrice et une peintre de renommée internationale. Ses œuvres figurent dans des collections privées et publiques en Slovaquie, mais aussi en Belgique, mais aussi à l'international. Ses œuvres reposent sur le croisement de plusieurs techniques entre dessin, illustration et gravure. La figure féminine y est centrale, entre réalité et imagination, aliénation et réconciliation, ensemble et détails, couleurs et lignes. À découvrir absolument les illustrations qu'elle a faites sur les poèmes de Charles Baudelaire. Il y a un livre qui est en vente actuellement. Allez voir, c'est à la Fondation Taylor, 1 rue La Bruyère, 75009 Paris, métro Saint-Georges. La Galerie Moldave à Paris, Ethnique Moldova, en collaboration avec l'ambassade de Moldavie et la mairie du 17e arrondissement, vous invite au marché des artisans moldaves qui sont à leur 3e édition dédiée aux traditions de Noël. Venez découvrir des objets d'artisanat traditionnels le 1er décembre de 10h à 19h à la mairie du 17e arrondissement, 16-20 rue des Batignolles, Paris 17e. L'entrée est gratuite et libre bien sûr. Au top. Toujours le 1er décembre à 19h30 au centre tchèque de Paris, 18 rue Bonaparte, le Quatuor Odyssée vous invite à un concert exceptionnel autour de l'œuvre Lettres intimes de Leoš Janáček. Très grand compositeur tchèque. Cette pièce magistrale sera accompagnée de 2 créations inédites, une œuvre de Denis Ramos, commandée par le Quatuor Odyssée, et Secret Letters de Gart Knox, composés respectivement pour les instruments et l'interprétation du quatuor à cordes. Vous pouvez réserver vos places sur Paris @checkcentre avec un s.cz, czechcentres.cz. C'est ça. Et on va continuer à parler littérature avec le livre de la semaine, plutôt les livres de la semaine. Eh oui, ce soir, l'ambassade d'Autriche décerne le prix du livre autrichien en France. On attend toujours le résultat, on vous le dira la semaine prochaine. Ce prix est décerné pour la première fois par le Forum culturel autrichien et l'ambassade d'Autriche. Un jury d'experts de la littérature autrichienne en France avec des étudiants français élise un lauréat ou une lauréate parmi les 5 finalistes de la shortlist du prix du livre autrichien 2023. Ils sont tous sortis en 2023, ces livres, parmi lesquels on trouve donc, on voit la couverture, le roman psychologique Oben Erde unten Himmel, en français La Terre en haut, le ciel en bas, de l'écrivaine austro-japonaise Milena Michiko Flascher chez Wagenbach Verlag. Célibataire avec un hamster,
C'est ainsi que la protagoniste Suzu se décrit. Elle vit dans une grande ville japonaise, sans grande importance, presque transparente, mais son travail change tout. Un roman époustouflant sur l'indulgence, la prudence et le respect mutuel. On y trouve aussi Wolf Haas et son roman Eigentum, en français propriété, chez Karl Hanser Verlag, qui, avec un humour affectueux et féroce, raconte l'histoire sans fin de sa mère qui, à presque 95 ans, est en train de mourir. Née en 1923, elle a fait l'expérience de ce que signifie la propriété quand on ne l'a pas. Un roman en pleine actualité. On continue avec le roman biographique signé Clemens Jacets, Monde vor der Landung, en français Lune avant l'atterrissage, chez Suhrkamp Verlag, où l'auteur reconstruit une histoire de vie et de famille réelle, aussi émouvante que dérangeante. Le livre est surtout l'étude du monde délirant et destructeur d'un égocentrique maniaque et l'illustration d'une pensée latérale avant la lettre, d'une actualité déconcertante, d'une originalité linguistique et intellectuelle inégalée. Le 4e roman sélectionné pour le prix du livre autrichien France, c'est bien autre que le livre de Theresa Preauer, Kochen im falschen Jahrhundert, en français Cuisinier au mauvais siècle, chez Wallstein Verlag. Le roman d'une soirée et d'une invitation à dîner, plein de recettes pour une vie réussie et une soirée ratée, toujours recommencée, astucieuse, drôle, joyeuse, accompagnée d'aliments, en même temps de l'agressivité sous-jacente et puis très ouvertement articulée des participants. Ça se latte dans le bouquin. Chaque chapitre est précédé d'aliments individuels, d'aliments de luxe ou d'idées de consommation dont certains sont directement liés à l'intrigue du chapitre qu'il précède. Notons que l'ensemble du récit est entrecoupé de citations de standards de jazz. Et puis enfin, on terminera avec le roman de Maya Aderlap, Nachtfrauen, en français Femme de nuit, chez Suhrkamp Verlag, qui raconte avec force la vie de 3 générations de femmes, leur enlisement dans des modèles imposés et intériorisés et leur lutte pour l'autonomie. L'histoire est celle des pertes, du silence et de la culpabilité, dans laquelle, malgré tout, l'indulgence et le respect mutuel, peut-être même l'amour, ne sont pas abandonnés. Merci Jérôme, c'est un grand choix. Oui, c'est un très grand choix. Exactement. Et on a hâte de savoir quel livre va emporter le prix. Vivement la semaine prochaine. Et maintenant, place aux partenaires, place au voyage. Voilà, quelques images de la Slovaquie. Eh oui, la Slovaquie tout de suite. Tiens, on va voyager avant de parler de nos partenaires, on va voyager en Slovaquie et puis on va se faire du bien. Il y a la montagne, il y a des spas, il y a des... Oh là 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 là.
Et oui, place au voyage, la Fédération France-Slovaquie et puis nos partenaires avec la Fédération France-Slovaquie qui vous fait découvrir la Slovaquie comme à la maison avec les différentes associations slovaques qui la composent, comme l'école du Petit Slavique qui vous propose ce dimanche le 1er décembre à midi à l'église de la Madeleine à Paris pour fêter donc Mikuláš, Saint-Nicolas, un peu en avance certes, mais une soirée consacrée aux enfants qui recevront plein de cadeaux. Donc si vous avez des enfants ou pas, allez-y, donc c'est le 1er décembre 2024. Et nous avons l'association Laki, notre partenaire, est une association qui propose des formations individuelles ou pour les entreprises ou pour les étudiants des établissements supérieurs pour mieux apprendre l'image dans le cadre professionnel. Mais c'est aussi des événements comme la conférence spectacle du 5 décembre sur l'histoire de la lingerie, un défilé de mode et un concert. D'où vous verrez aussi, bien sûr, les œuvres de Angela Dalakian. On va peut-être voir l'affiche d'ailleurs. Sensualité, lingerie à histoire, si vous voulez venir. C'est à 19h. On passe aussi à notre autre partenaire, Aima et Ai Cocoa, pour les vacances de Noël. Vous rêvez de vacances inoubliables à la neige, dans un endroit paradisiaque au milieu des montagnes, à skier, à vous baigner dans un immense spa buvant du champagne au bord de la piscine, ou encore dans l'eau chaude du jacuzzi, en vous plongeant dans les traditions et les trésors cachés de cette magnifique région de Roumanie qu'est le parc de Maramureș. Mais il vous reste plus qu'à contacter les chalets Aima et Ai Cocoa au 00 40 773 736 901. Elles vous attendent à bras ouverts. Place au voyage, place aux images. Place à la fête le 29 novembre en Albanie. Eh bien, on fête le jour de la libération. Du 7 avril 1939 au 29 novembre 1944, l'Albanie fut occupée par l'Italie fasciste et après sa capitulation à l'automne 1943, eh bien, l'Albanie fut occupée par les forces allemandes nazies. L'armée de libération nationale de l'Albanie a libéré le 29 novembre 1944 la dernière ville, Shkodër, marquant le jour de la libération de l'Albanie et de l'occupation allemande. Le 30 novembre, on fête la Saint-André, le patron de la Roumanie. Le saint apôtre André avait participé au baptême de Jésus et au choix des autres apôtres. Dans la tradition romaine, la fête de la Saint-André est liée à plusieurs pratiques de protection contre les loups. Et pour cause, jadis, la veille de la Saint-André, pour protéger leur foyer contre les morts-vivants, les Romains mettaient de l'ail porté aux fenêtres. Selon les ethnologues, l'ail avait le pouvoir d'écarter les loups. La veille de la Saint-André est une nuit magique, un peu comme Saint-Jean chez nous. Les gens se réunissaient chez une vieille femme ou des jeunes femmes du village apportaient 3 têtes d'ail qu'elles mettaient à côté d'une poupée appelée Indrei et qui représentait une divinité pré-chrétienne qui devait mourir cette nuit-là. On observait ainsi une sorte de veillée funèbre plutôt amusante. Le 1er décembre, on commémore la journée des victimes du peuple letton par le régime communiste. On compte 42 125 victimes du génocide communiste en Lettonie, la plus grande déportation de victimes des pays baltes. C'est la deuxième déportation de masse. Elle est dirigée contre les agriculteurs lettons et les partisans de la Lettonie qui ne veulent pas collectiviser. Des familles entières sont déportées à vie, la plupart d'entre elles dans des régions sibériennes comme à Omsk, Tomsk et Krasnoïarsk. Après la mort de Staline le 5 mars 1953, beaucoup de familles sont autorisées à revenir en Lettonie, mais sont stigmatisées, parfois exclues à vie. Toujours le 1er décembre, en Roumanie, c'est la fête nationale, Zoa Națională României, en souvenir de l'union de la Bessarabie, de Bucovine et la Transylvanie avec le royaume de Roumanie dont on a parlé la semaine dernière. Et cette semaine aussi,
C'est la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes et la parole à Angela Dalakian et Maria Kisharenko. Kirichenko et puis tous ceux qui veulent participer justement. Alors justement aujourd'hui, tu le disais, c'est la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les violences d'ordre psychologique, physique et sexuel sont encore trop présentes dans le monde, quel que soit le pays. Le féminicide est le summum de cette violence dont les raisons les plus fréquentes sont la violence conjugale, les conflits armés, l'honneur de la famille, les assassinats liés à la dot des femmes ou leur orientation sexuelle et ou alors leur origine, ainsi que les décès suite aux mutilations génitales. Selon les chiffres de l'ONU, 85 000 femmes ont été tuées de manière intentionnelle en 2023. Le foyer reste l'endroit le plus dangereux pour elles puisque 60% ont été tuées par leur conjoint ou d'autres membres de la famille. Souvent, c'est pour l'honneur de la famille. Dans les régions où il est possible d'établir une tendance, le taux de féminicide a stagné ou décliné légèrement depuis 2010, démontrant que cette violence, cette forme de violence est enracinée dans les pratiques et les normes, malheureusement, selon les chiffres recueillis dans 107 pays. Une femme est tuée par un proche toutes les 10 minutes dans le monde. Alors Angela, actuellement en Arménie, la violence faite aux femmes concerne d'abord le conflit armé aux frontières de l'Azerbaïdjan. Анжела, в данный момент насилие, которое переносят женщины, да, в данный момент касается военного конфликта на границах Азербайджана. Ну, я бы сказала, не только вот в военное время, да, вот это насилие, оно как бы присуще более таким азиатским, более восточным, да, формациям, ну, народностям. То есть та же самая Армения. Je dirais que la violence n'est pas seulement subite par les femmes justement pendant les conflits armés. Malheureusement, c'est même beaucoup plus lié, je pense, aux us et coutumes des peuples asiatiques et ou caucasiens. Ну, это больше, ну, то, что я с чем сталкивалась, это больше похоже на психологическое насилие, поскольку, ну, женщина в армянском обществе, я говорю о себе, то есть я не имела права выбора профессии, хотя у меня очень прогрессивная семья была, очень любящие родители, но они решили, вот отец решил, что я буду инженером, да, по первой моей специальности я окончила архитектурно-строительный институт, но это была идея папы. Par exemple, pour moi, la violence psychologique, je parle selon mon expérience, dans les familles arméniennes, par exemple, j'avais absolument pas le choix de formation ou d'études. Mon père m'a imposé la profession d'ingénieur et moi, ma première faculté, c'était la faculté d'architecture et d'ingénierie, enfin de construction, et j'avais absolument pas le choix dans le choix de métier en fait. Voilà. Maria, alors on sait combien les femmes ukrainiennes ont subi de violences, y compris lors du siège de Mariupol. Mislav Chernov a réalisé un documentaire poignant qui dévoile ses horreurs dans 20 jours à Mariupol. Toutes les guerres impactent la population civile, mais le sort des femmes est toujours particulièrement difficile. Quels sont les moyens d'aider ces femmes? Comment peut-on soutenir ces victimes? On peut... C'est une question pas simple du tout. Mais tout d'abord, je veux dire que toutes les femmes en Ukraine sont les femmes énormément fortes. Ce qu'ils doivent vivre, je parle même pas de violence physique, mais le fait que leurs maris sont en armée et ils restent absolument seuls avec leurs enfants, elles savent pas du tout ce qui va arriver, ils savent pas du tout comment vivre, et le fait qu'elles trouvent cette force de continuer à vivre, de continuer à se battre, de continuer à vivre. Oui, c'est ça, c'est fort, c'est extraordinaire. Et alors, si on parle des violences physiques et psychologiques subies dans la famille, alors nous constatons que les us et coutumes traditionnelles servent à soumettre la femme au mari dans la cellule familiale. Angela, est-ce que leur prégnance est encore importante
dans les familles arméniennes aujourd'hui. Ce fait que... Да, ты Лёна уже это сказала, что очень сильно присутствует психологическое насилие. Ты говорила, да, про родителей, но очень часто традиции заставляют женщину подчиняться мужу. И вот в данный момент, как ты думаешь, в обществе в армянском это до сих пор присутствует, что жена должна подчиняться мужу? Ну, в 90% да. 90%, Да. oui, c'est toujours le cas. La femme doit obéir à son mari. 90% в семьях присутствует, потому что у женщины только обязанности в Euh, семье. Dans 90% de familles, en fait, la femme a que des obligations par rapport à son mari. Elle n'a pas de droit. Вот как было у меня, я заходила домой, то есть снимала все свои регалии и становилась женой. То есть я только обязанности. Mm. Я Па- 20 лет, в общем-то, в первом браке, 20 лет так протерпела. Par exemple, dès qu'on rentre chez soi, c'est-à-dire on enlève, je dirais, on enlève nos fonctions de professionnelles. Et pendant 20 ans, je passais le seuil de ma porte, de ma maison, et je devenais juste une femme qui n'avait que des obligations. Et il y a aussi, alors, il y a une pièce qu'on a adorée d'ailleurs. On va en parler tout à l'heure. Ça s'appelle Qui est coupable? Et dans cette pièce, Maria, Nina, non, la maman. La parce que mère. c'est pas Nina. Anna, pas moi. C'est Anna Anna. qui fait ça. La maman suggère à Ignat. Ignat de Mm. battre sa femme pour la rendre plus travailleuse et docile. Cette violence domestique est pratiquement inscrite dans les codes traditionnels familiaux en Ukraine, même si cette pièce date du 19e siècle, de l'époque, c'est ça, c'est fin 19e, fin 19 et début 20e, Ouais, c'est la toute fin du 19e. toute fin 19e. Comment a évolué cette pratique aujourd'hui? Ça évolue. La question reste toujours, mais on progresse bien. Ah, c'est une bonne Voilà. nouvelle. Mais de toute façon, ça reste malheureusement encore que parfois, ouais, les femmes ont des obligations, que la femme, encore trop la place de la inscrit femme, c'est à la dans- cuisine, c'est de s'occuper des enfants, c'est C'est ça. pieds nus, enceinte et à la cuisine. Ouais, c'est ça, exactement. Mais on progresse, on évolue bien, et moi, j'ai une grande espoir qu'un jour, ça va être super. Écoute, on croise les doigts parce que moi je suis d'accord aussi et pourtant je suis un homme, hein, donc voilà. Les victimes ne peuvent pas donc lutter contre les agresseurs si les États ne créent pas de base légale solide contre les crimes et délits de violence conjugale. Par exemple en Russie, le Parlement a adopté en février 2017 des amendements qui ont décriminalisé les premières infractions de coups et blessures entre membres d'une même famille. Soit un grave recul qui a eu pour effet de réduire les peines encourues par les agresseurs et d'exposer les victimes à des risques accrus. Les organisations russes de défense des droits des femmes exhortent depuis des années le gouvernement à adopter une loi sur les violences conjugales. Rien n'est toujours fait. Comment ça se passe en réalité, Anna ? En général, la police refuse de prendre les plaintes ou d'instruire les allégations pour les violences conjugales faites aux femmes et préfère les orienter vers les structures privées. Et dans ce cas-là, il incombe à la femme de prouver qu'il y a des violences, donc de rassembler toutes les preuves et de supporter par la même occasion tous les coûts financiers. Mais alors, quelle est la politique de l'État dans la lutte contre les violences domestiques faites aux femmes en Украine ou en Arménie, ou То есть, мы говорим, что в России, да, они теперь с 2017 года они убрали закон, и теперь женщина не может подать просто в полицию или там частные детективы, да, и мы говорим, какая сейчас политика государства против вот этих насилий всех домашних против женщин в Армении и в Украине. Никаких изменений, как и в России. En Arménie, c'est comme en Russie, il n'y a aucun changement. C'est comme ça. Il n'y a pas de base légale, en fait. Пока не будет явных таких, прям жизнеугрожающих, да, доказательств, ты не можешь пожаловаться на мужа. C'est ça, c'est jusqu'à ce que vraiment des preuves tellement flagrantes contre la violence et le danger de vie, en fait, on ne peut pas porter plainte contre son mari. D'accord.
Donc, То есть задумываться о психологическом насилии даже и нет смысла. А как ты докажешь? En fait, la violence psychologique n'est même pas prise en compte. On ne peut pas la prouver. Elle n'est pas prise en compte. oui, parce que ça ne se voit pas. La violence Потому psychologique, что, да, enfin, ça ne se ее voit не pas. видно, психологическую, Ça se voit, психологическое насилие. mais ça n'a pas Да. de bleu, ça n'a pas de marque physique. Нету, да, физических, нету доказательств. Все. Mhm. D'accord. Et alors, en Ukraine, par exemple, et je parlerai de l'Allemagne tout à l'heure, dans un instant, c'est, comment dirais-je, en Ukraine, il y a, au niveau législatif, c'est pareil, il n'y a pas de... C'est comment, ça travaille dessus ou... Honnêtement, moi, j'ai que 25 ans, donc j'ai pas beaucoup d'expérience dans cette matière Oui. et je saurais pas répondre vraiment juste à cette question. Je sais pas si Ola ou Katia savent. Dans le micro. Ola Melnikova. Elle dit que nous, on est protégés par la loi. Ouais. Les femmes que... Dans le micro. En Ukraine, on est protégé Légalement. 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 et on peut aller à la police si on était... Si on était on est la vie victime de violences. domestiques et tout ça, et il n'y a pas les... Y compris la violence Oui. psychologique. Mais pas psychologique, mais si quelqu'un t'a frappé, tu peux aller à la police tout Ah de oui. suite. Voilà, donc c'est On est le encore, même. On peut dire oui. que Oui. la violence psychologique, ça reste compliqué parce qu'on ne le voit pas. Eh oui, c'est ça. Ah. Oui, Katharina. Il y a les centres pour les femmes où on peut nous adresser et voilà et Eh, des- On peut quand- être aidé. ouais c'est ça. Il y a des centres de... pour les Oui, femmes, il y a pour les centres oui pour les femmes et aussi pour les femmes avec les enfants, avec leurs enfants. C'est ça, comme en On France. peut, oui Ouais. voilà c'est ça. D'accord. Mais ça reste des cas extrêmes quand même. Pour que la femme parte dans ce centre, ça reste des cas extrêmes. On supporte beaucoup. Mais je ne pense pas. On peut quand même y aller pour avoir l'aide psychologique Très bien. et pour parler. Oui. C'est bien de parler. Il faut Ah oui. parler. Il faut parler, il faut que ça sorte. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se laisser faire. Hein, il faut vraiment parler. Et en France, tiens, cette semaine, dans ce qu'on appelle l'affaire Julie, le tribunal de Versailles a condamné, 14 ans après les faits, 2 pompiers à respectivement 4 ans et 15 mois de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur mineurs. Le 3e pompier a été relaxé. Comment réagir quand on sait qu'en France, un viol est moins puni qu'une agression avec arme, 20 ans pour l'un, 30 ans pour l'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc il y a encore le chemin à faire au niveau légal. Il y a encore beaucoup de chemin, on est d'accord. C'est un viol, la femme enfin la personne violée, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont violés. La personne violée est atteinte à vie. Elle est Ah oui, touchée complètement. à vie. Donc c'est vrai que il faudrait demander à nos législateurs justement de travailler là-dessus, parce que un viol moins grave qu'une agression avec arme, certes l'agression avec arme est dangereux, enfin ça choque, c'est vraiment choquant. Mais au niveau d'un viol, c'est quand même grave. Et pourquoi punir moins un viol qu'une agression avec arme? Exactement, ça doit être C'est, au moins autant. Voilà. Alors juste un truc, c'est que en Allemagne, ils ont légiféré dessus. Mais moi, c'est ça que j'aime bien en Allemagne, ils sont droits, c'est carré. En fait, depuis 2016, en Allemagne, quand une femme dit non, elle dit nein, juste nein, et que l'homme continue à l'importuner, c'est déjà un viol. Donc le gars, il est pas clair, déjà. Si elle dit nein, c'est fini, le gars, il a... Et si elle porte plainte, Si elle porte plainte, il y a les j'ai dit poursuites, non, terminé, le gars, juridiques, voilà, ouais. il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. S'il continue à l'importuner, elle dit nein, c'est bon. Voilà. En France, on n'y est pas encore. C'est donc justement, faut travailler. On a encore beaucoup de travail, que ce soit même pour l'égalité femmes-hommes, que ce soit en France, aussi, voilà, c'est vraiment. En Russie encore plus, en Ukraine j'imagine, c'est pas encore non plus. Je pense que c'est dans tout le monde. Oui. J'ai Même au niveau des l'impression que salaires. au niveau Même des au niveau salaires, des salaires. Voilà. enfin. Je rappelle que la prime à Parce que l'emploi. даже просто равенство, даже.
Этого никогда peux не dire dans le micro. достигнуть. Ah oui. Et oui, non, vraiment beaucoup de travail. Il est 19h59 et 45 secondes sur Radio Armada. Précision. Précision, écoute, hein, regarde, 3, 2, 1, il est 20h. Eh ben, c'est place aux 6 minutes. Journal de l'Europe. Donc, élection présidentielle en Roumanie, un premier tour inattendu. Oui, dimanche dernier, les électeurs roumains étaient appelés aux urnes pour élire leur prochain président de la République, avec une participation plutôt moyenne de 52,56%. Ce premier tour des présidentielles n'a pas manqué de surprise puisqu'il a vu arriver en tête le candidat indépendant nationaliste et pro-russe Călin Georgescu avec 22,94% des voix, devançant une novice en politique, Elena Lasconi, du parti USR, l'Union Sauver la Roumanie, avec 19,18% des suffrages exprimés. Si son parti gagne 4,2 points par rapport à l'élection présidentielle de 2019, Elena Lasconi et l'USR battent de 0,3% des voix, soit 2742 suffrages exprimés, le PSD, le parti du Premier ministre sortant, Marcel Ciulacu, qui se trouve désormais éliminé dès le premier tour. Parmi les autres candidats, l'Alliance pour l'unité des Romains, AUR, de Georges Simion, n'a récolté que 13,86% des voix. Le parti présidentiel, le PNL, de l'ancien Premier ministre Nicolae Tchaka, C'est ça. j'y suis pas encore, hein. Le moldave, c'est compliqué. Il est romain. Ne remporte que 8,79% des suffrages, perdant 29 points par rapport à la précédente présidentielle de 2019. Enfin, le candidat indépendant Marcela Goana n'a rassemblé que 6,32% de suffrages exprimés. Et oui, notons que mercredi dernier, plusieurs ONG roumaines ont demandé à la Commission européenne et à l'ANCOM, l'autorité nationale de régulation des télécommunications, d'examiner la manière dont les principales plateformes en ligne comme TikTok ont respecté les dispositions du règlement sur les services numériques de l'UE lors du premier tour de ces élections. TikTok dément avoir favorisé la percée de Călin Georgescu. Le deuxième tour des élections présidentielles, qui aura lieu le dimanche 8 décembre prochain, verra donc s'affronter le candidat indépendant Călin Georgescu et la candidate Elena Lasconi, le parti USR. En attendant, ce dimanche, le 1er décembre, auront lieu les élections parlementaires romaines, afin de renouveler les deux chambres du Parlement de la Roumanie. La Bulgarie et la Roumanie toujours bientôt membres à part entière de l'espace Schengen. Effectivement, la Bulgarie et la Roumanie, qui avaient intégré l'espace Schengen au niveau maritime et aérien en mars dernier, ont reçu le feu vert pour rejoindre entièrement l'espace de libre circulation européen, a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La Bulgarie et la Roumanie appartiennent pleinement à l'espace Schengen. La levée des contrôles aux frontières terrestres est le dernier obstacle, a-t-elle indiqué. La commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, espère une levée donc de ces contrôles aux frontières terrestres à partir du 1er janvier 2025. La décision finale doit être prise lors du Conseil Justice et Affaires intérieures du 11 décembre, au cours duquel la Roumanie et la Bulgarie seront officiellement invitées à rejoindre entièrement l'espace Schengen. Politique de cohésion de l'Union européenne, l'Allemagne et la Pologne plaident pour un rôle accru des gouvernements régionaux. L'Allemagne, premier contributeur net au budget de l'Union européenne, et la Pologne, premier bénéficiaire net, ont uni leurs forces pour façonner l'avenir de la politique de cohésion de l'Union, souhaitant qu'elle soit plus étroitement liée aux réformes, tout en maintenant le rôle des régions. Après des mois de négociations, le Parlement européen a, sans surprise, confirmé mercredi dernier la nouvelle Commission européenne Ursula von der Leyen 2.0. Et oui, bien qu'avec une majorité historiquement réduite pour ce vote, établie à seulement 51%, soit 370 voix pour, 282 contre, 36 abstentions, sans compter quelques dizaines d'eurodéputés absents et qui n'ont pas pris part au vote, l'exécutif de l'Union européenne pourra ainsi entrer en fonction le 1er décembre. Ursula von der Leyen a également soutenu que la première initiative majeure de sa nouvelle commission serait une boussole pour la compétitivité basée sur les 3 piliers du rapport de l'ancien Premier ministre italien et président de la Banque centrale européenne,
Mario Draghi, à savoir combler l'écart qui nous sépare des États-Unis de la Chine en matière d'innovation, l'élaboration d'un plan conjoint pour la décarbonation et la compétitivité. Et enfin, renforcer la sécurité et réduire les dépendances. Oui, la nouvelle Commission européenne, et on va voir le trombinoscope à l'écran, entre 2024 et 2029, qui sera donc présidé par Ursula von der Leyen. Lui, il se compose donc de 6 vice-présidents exécutifs, c'est tout nouveau. C'est la première fois, avec l'Espagnole Teresa Ribera du parti PPE chargée de la transition propre, juste et compétitive, l'Estonienne Kaja Kallas du parti Renew, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la Finlandaise Henna Virkkunen du PPE chargée de la sécurité, la démocratie et la souveraineté technologique. Les 3 autres vice-présidents de la Commission sont la Roumaine Roxana Minzatu du parti PSE, chargé des personnes, des compétences et de l'état de préparation, le français Stéphane Séjourné du parti Renew, chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, la nationaliste italien Raffaele Fitto du parti conservateur et réformiste européen, le SRE, chargé de la cohésion et des réformes. Parmi les 20 autres commissaires européens, on trouve l'Autrichien Manus Brunner du parti PPE, qui sera chargé des affaires intérieures et à la migration. La Croate Dubravka Suchia du parti PPE, chargée de la Méditerranée. La Bulgare Ekaterina Zaharieva du parti PPE, chargée des startups, de la recherche et de l'innovation. Le Hongrois indépendant Oliver Várhelyi, chargé de la santé et du bien-être animal, et le Letton Valdis Dombrovskis du parti PPE, chargé de l'économie, de la productivité, de la mise en œuvre et de la simplification. Oui, on trouve aussi le Lituanien Andrius Kubilius du parti PPE chargé de la défense et de l'espace, le Polonais indépendant Piotr Serafin qui sera chargé du budget, de la lutte antifraude et de l'administration publique, le Slovaque indépendant Maroš Šefčovič chargé du commerce, de la sécurité économique, des relations interinstitutionnelles et de la transparence, le Tchèque indépendant Josef Sikela chargé des partenariats internationaux, ou encore la Slovène Marta Kos du parti Renew chargé de l'élargissement. Voilà, vous avez tous vos nouveaux commissaires européens à l'écran. Vous choisissez votre pays et puis voilà, on les a tous, ils sont 26. Le journal est élaboré avec nos confrères du média Euractiv. Et on passe à la météo européenne du week-end. Et oui, si vous partez ce week-end en Europe centrale et orientale, sachez que ce week-end, ça restera très froid. Samedi matin, le continent sera coupé en 2. Du soleil de l'Allemagne à la Hongrie et des nuages sur toute la partie est du continent. On attend même de la pluie sur Bucarest et Sofia. Côté température, ça ira de 0 à Kiev jusqu'à 5 degrés à Budapest et à Zagreb, 1 degré à Minsk, Prague et Sofia, 2 degrés à Vilnius et Berlin, 4 degrés à Varsovie et à Bratislava, Riga et Bucarest. Samedi après-midi, ce sera à peu près le même temps que le matin. Attention, samedi après-midi à la pluie verglaçante à Sofia en Bulgarie. Côté Mercure, ça variera. On va peut-être voir la carte de samedi après-midi. Comme ça on voit les températures. Samedi par exemple, le côté Mercure, ça variera donc de 1 degré à Kiev et Prague jusqu'à 7 degrés à Riga, 2 degrés à Sofia et à Minsk, 3 degrés à Varsovie et Berlin, 4 degrés à Vilnius, 5 degrés à Bratislava, Budapest et Zagreb, le maximum pour Bucarest avec 8 degrés. Petit chapeau, parce que ça sera la même température qu'à Paris. Dimanche matin, les nuages s'imposeront au sud des Carpates et des Alpes comme à Zagreb. Toujours un temps pluvieux sur Sofia en Bulgarie, un ciel voilé sur Berlin et plein soleil sur Prague et Budapest. Les températures seront autour de 0 degré comme à Minsk, à Berlin et Prague, 1 degré à Varsovie et à Kiev, 2 degrés à Riga, 3 degrés à Bratislava et à Bucarest, 4 à Sofia, 5 degrés à Budapest et à Zagreb. Dimanche après-midi, le soleil percera sur la Croatie et la Lituanie. Côté température, dimanche après-midi, elles seront donc moins glaciales que le matin. On va voir dimanche après-midi.
Voilà, on voit la belle ligne entre moins glacial. Hein. Eh bien, le soleil percera, oui, je le disais, en Croatie, en Lituanie. Côté température, elles seront moins glaciales que le matin, même si on attend 0 degré à Prague. Sur l'est du continent, ça ira de 2 degrés à Kiev et Vilnius jusqu'à 4 degrés à Tallinn, 3 degrés à Berlin et à Varsovie, 5 degrés à Bratislava, Budapest et Sofia, 6 degrés à Bucarest et à Zagreb. En ce qui concerne la semaine prochaine, eh bien lundi, le soleil s'imposera sur un couloir allant de la Lituanie jusqu'en Italie. Si on peut voir le début de la semaine, des nuages en Ukraine, en Roumanie et en Bulgarie. Température encore fraîche, entre 3 et 6 degrés. Mardi, les nuages s'imposeront partout, sauf en Ukraine, où le soleil brillera. De la pluie à Varsovie, température de 1 degré à Kiev jusqu'à 7 degrés à Vilnius. Mercredi et jeudi prochain, eh bien, ce sera partout, ce sera nuageux partout. Toujours de la pluie pour mercredi et jeudi. Toujours de la pluie à Varsovie et à Zagreb. Mercredi, on attend de la neige même sur Vilnius et de la pluie à Sofia. Alors attention sur le front est, les températures iront de moins 4 degrés à Tallinn jusqu'à 0 degrés à Kiev et à Vilnius. Mettez un pull et un gros manteau. Place à l'interview avant de retrouver la compagnie hors des frontières avec Maria Kirichenko, Katarina Astratova, Ola Nemilkova, Nina Melnikova, autant pour moi, Nina de Flash et puis Gary Darancy. Place à quelques images de cette pièce Peter Pan, juste pour vous donner envie. Et oui, Peter Pan, on connaît tous l'histoire, mais cette pièce, je vais vous dire, ça va être génial. Ils seront à partir du 7 décembre sur la scène du Théâtre Clavel, 3 rue Clavel à Paris, dans Peter Pan. Avec nous aujourd'hui, donc on reçoit la compagnie Hors des Frontières avec autour de la table donc son président Gary Darancy, mais Bonsoir. Aussi... Bonsoir, elle est actrice et metteuse en scène Maria Kirichenko, elle est actrice et chorégraphe Ola Melnikova, elles sont actrices toutes les deux, et pas qu'un peu, Nina de Flash et Katarina Astratova. Encore bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Armada. Avant de nous plonger dans cette pièce Peter Pan, à partir du 7 décembre au Théâtre Clavel, parlons de la compagnie Hors des Frontières. Comment elle a été créée? Parce que c'est une compagnie très rare. C'est quoi son but? Alors déjà, je tiens à dire que la compagnie a été fondée par Maria Kirichenko avec d'autres de ses partenaires de scène. Et c'est une compagnie qui a pour vocation de faire jouer tous les registres théâtraux partout dans le monde, éventuellement dans différentes langues. On a déjà joué des spectacles en français, en anglais. On en prévoit encore d'autres. Et donc on a comme envie de réunir des comédiens et des comédiennes d'abord doués, c'est la condition première. Ah oui, c'est obligatoire. Mais on a aussi cet attrait pour les comédiens qui arrivent avec d'autres traditions théâtrales. Et je crois que c'est ça la volonté qui a d'abord guidé Maria dans la création de cette compagnie. Et maintenant, on travaille tous ensemble pour pouvoir la poursuivre. Ouais, parce que vous venez de plusieurs pays, c'est ça? Oui, à la base, on était 4 pour notre première pièce. Ça s'appelle Réminiscence, qu'on a joué en anglais. C'était moi d'Ukraine. Le metteur en scène, il était d'origine lituanienne. Une comédienne qui est d'origine turque. Et la costumière allemande. Donc, on était vraiment tous étrangers. Et donc, quand c'était la question de comment on va appeler la compagnie, on voulait faire quelque chose avec ce truc de
D'aller au-delà des frontières. Ouais, c'est ça. Et Bien en joué. fait, c'est comme ça que c'est arrivé hors des frontières pour montrer cette volonté de diversité internationale, pour montrer qu'il est possible de faire le théâtre malgré toutes les barrières linguistiques. C'est ça, c'est le but de jouer une langue étrangère, même si tu parles avec un accent, mais le théâtre, il est pour tous. Il est Et, vivant. ouais, c'est ça. Et l'art n'a pas de frontières, de toute façon. Alors, il y a un truc, donc, la première création, tu l'as dit, Réminiscence, a été jouée en anglais. La pièce Qui est coupable, qu'on a vue, d'Ivan Karpenko, Karpenko. Ça a été joué en français et en ukrainien. Traduit par Maria. Traduit par Maria. Ouais, c'est ça. Merci Maria. Et Peter Pan. Alors, c'est en quelle langue? Peter Pan, c'est en français. C'est en français. C'est en français, ouais. Il n'y a rien d'autre langue. Ouais, mais le roman, c'est roman anglais. Oui. Donc, on a ce côté international, on va dire. D'accord. Sachant que ça va chanter. J'ai tellement hâte. Tiens, en parlant de chantons, ça chante dans cette pièce. Ça chante. Il est coupable, Peter Pan. Parce qu'en fait, ça chante dans les deux. Dans les deux. Ouais, dans les deux. Peter Pan. Dans Peter Pan, ça oui. chante. Et vous pouvez nous faire nous chanter une chanson à 4 voix? Peter Pan, peut-être plutôt de Qui est Ou coupable. de Qui est coupable. Ouais, plutôt de Qui est Le beau chant coupable. ukrainien. Vous allez entendre 4 voix magnifiques. On vous écoute. Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а ти мене все не пускав, додому я просилася. А ти мене все не пускав. Bravo, merci. Merci beaucoup. Bravo à toutes les 4. Franchement, quand on les entend toutes. Voilà. Ta présence. Ah oui. Ouais. Merci. Comment Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. On va partir avec Peter Pan parce que là c'est pour les grands et c'est pour les petits. Wendy, alors il y a une belle question. Croyez-vous qu'il y ait un monde derrière le nôtre? Wendy, elle le croit et elle va avoir la possibilité de découvrir toutes les aventures de ce pays imaginaire avec son nouvel ami Peter Pan et sa brave équipe de garçons perdus. Ils rencontreront les fées et les Indiens, ils combattront des pirates et tout cela pour apprendre à rester des enfants le plus longtemps possible. Mise en scène par Maria Kirichenko, ici présente avec Maxime Aiglin de Bernard, Juliette Carnat en alternance avec Manon Cartier, Tobias Klinger, Louis Le Barazer, Thaïs Laurent, Julien Moreau. Juste une question première, pourquoi cette pièce et comment as-tu adapté ce chef-d'œuvre de la littérature de James Matthew Barrie? Cette pièce, en fait, ça a commencé par une carte blanche au conservatoire, il y a 1 an et demi. Il fallait faire un extrait de 15 minutes et je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire pour cette carte blanche? En fait, l'histoire de Peter Pan, ça fait déjà, je sais pas, 2-3 ans que j'ai cette idée dans ma tête parce que c'est la magie, c'est extraordinaire cette histoire. Ça te fait rêver, ça te fait penser. Et je me suis dit, ok, je vais prendre ça. Et après, on va faire les 15 minutes. Si on voit que ça marche bien, on va faire tout le spectacle en entier. Donc, j'ai réécrit le roman. J'ai gardé les personnages principaux. J'ai pas gardé les 2 frères de Wendy. On est la seule enfant ici. Mais c'est Wendy, Peter Pan, Capitaine Crochet, la fée Clochette, des pirates et 2 garçons perdus. Donc, on a bien réduit tous les personnages. Mais quand même, ça reste assez pertinent, je dirais. Et donc, on a commencé à travailler avec les élèves au conservatoire, avec Maxime et Juliette. Et ça a bien marché.
on s'est bien amusé et après on a passé l'audition au théâtre de la Jonquière, on a joué aussi Qui est coupable et c'est là qu'on a joué la première de Peter Pan, on était pris et voilà, c'est comme ça que ça arrivait. Et en fait, c'est vraiment, je voulais travailler avec Maxime et Juliette pour le rôle de Peter Pan et pour Wendy et sans eux, je pense pas que je le refais. Ouais, Voilà. ah bon, d'accord. Donc alors, c'est des rôles écrits vraiment pour tes comédiens. On peut dire ça, oui. Parce que vraiment, je voulais travailler avec eux. d'accord. C'est une vraie création en fait. Oui. Une vraie création. Ouais, on peut dire ça. Et alors quand on voit les décors, parce que c'est pareil là, alors on voit des tissus, c'est vraiment, on se trouve dans une chambre en fait. Ouais, au début, on se trouve dans la chambre de Wendy. Et après, on part au pays imaginaire. Ah, ah. Et donc pays imaginaire, imaginez. Oui. Imaginez, on peut rien dire. On va pas spoiler, c'est pas possible. Donc nous la semaine dernière, alors Anna et moi, on vous découvrait dans Qui est coupable d'Ivan Karpenko-Kari au théâtre de la Jonquière. Donc sur une mise en scène de et avec Maria Kirichenko aux côtés de David G, qui est magnifique, Ola Melnikova qui a signé les chorégraphies aussi, Katerina Astaratova qui jouait Varka en alternance, Louis Pay, Jérémy Gauchat, Édouard Perron, Nina de Flash et Élise Galiassi. C'est un grand classique du théâtre ukrainien et c'était la première fois que cette pièce était jouée en France. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Ivan Karpenko-Kari, comment le présenter en quelques mots? C'est Une bonne question. Ouais, en français, on peut dire coryphée. un coryphée. Ouais, un coryphée de théâtre ukrainien. C'est le grand classique. le C'est canon vraiment, c'est le ukrainien, grand ouais. classique de théâtre ukrainien qu'on connaît tous. C'est le Molière du théâtre ukrainien. Oui, mais pas dans les comédies, je dirais. Ouais, il y a de Shakespeare au théâtre ukrainien, on va dire. Le Shakespeare du théâtre ukrainien. Oh là Ouais, c'est ça. C'est encore. D'ailleurs, je crois que c'était un grand lecteur de Shakespeare. C'est un grand lecteur Je de crois. Shakespeare. Comme Victor Hugo. Ouais. Non, mais comme quoi, c'est vrai que c'est le 19e siècle, Shakespeare, il a beaucoup inspiré, j'ai l'impression. Parce qu'il y a quand même de la force dans cette pièce. On voit ça, je t'aime moi non plus, mais ça se rentre dedans. Enfin, c'est impressionnant, quoi. C'est la petite question, c'est vous le rejouerez à un moment donné ou pas? Évidemment. Super bien. Là, on va faire le mieux pour trouver un autre théâtre pour nous programmer. D'accord, ok. Pour l'instant, faut aller voir Peter Pan. Alors, tiens, on va regarder, tiens, des secrets de répétition, et on en reparle tout de suite après. Qui est coupable? On va. Elles vont chanter tout le long. Non mais j'adore en plus. Oh là là là, t'as des poils qui vont. Faut que je voilà. Faut pas que je voilà. Non mais franchement continue à chanter. Alors qui est coupable? Pour présenter un peu la pièce, c'est dans la campagne ukrainienne du 19e siècle. Les jeunes gens s'amusent, travaillent et tombent amoureux. Knaté, un garçon impétueux, aime Varka, qui l'aime en retour, figure belle, mystérieuse, qu'on dit sorcière. Varka fait beaucoup parler au village. Ainsi, quand la rumeur se répand que Varka trompe Knaté, Knat, celui-ci décide de se venger en se fiançant à Sofia, jeune femme naïve et aimante. Commencera alors une course à l'autodestruction, de la passion à la haine entre ces trois personnages. Il n'y a pas que trois personnages, il y en a tout autour et c'est plus que des satellites. C'est un vrai groupe en fait. On est d'accord, Anna.
Pourquoi avoir choisi cette pièce justement d'Ivan Kari, pardon. Mon but avec cette pièce, c'était vraiment de faire découvrir la dramaturgie classique du théâtre ukrainien. Donc, c'est pour ça que c'est cet auteur-là. Et pourquoi cette pièce? Parce que je trouve que c'est très beau, c'est très fort. Et même le fait que c'est écrit en 19e siècle, à mon avis, ça reste très actuel dans le sens que les gens ne se parlent pas, les gens ne se comprennent pas, ils se regardent pas. Et en fait, cette malconnexion, ça produit des problèmes, ça produit des tragédies. Et je trouve que ici, maintenant, ça reste toujours. Mais c'est ça le génie de d'Ivan Karpenko-Kari, c'est d'écrire de l'intemporalité. C'est la relation humaine de toute façon changera pas. Enfin, changera pas. J'espère que ça va évoluer en mieux. Mais les personnes qui ne se parlent plus, les personnes, c'est l'amour, c'est intemporel. Ça existe tout le temps. Cette pièce, elle est pertinente. Même 130 ans plus tard, elle évoque la question difficile des relations entre les êtres, les gens, tu l'as dit, qui ne s'écoutent pas les uns les autres. Franchement, c'est une magnifique pièce. Et c'est aussi le dialogue entre les générations. Exactement. Et c'est pareil, c'est un dialogue de sourds. La mère et Knaté... Knat, mon fils s'appelle Knat, mais oui. Mais je l'entends encore. C'est non mais c'est inoubliable. Oui. Nina de Flash, si vous connaissez pas son nom, découvrez-la. Elle joue en français, elle joue en allemand, elle joue en anglais. Et en ukrainien, elle chante en ukrainien. Pour l'instant, je parle pas en ukrainien. Je chante, j'ai dicté d'ukrainien pour comprendre les paroles. Dans cette pièce, elle est oh waouh. Ça chante, ça joue, ça danse. Et à première vue, dans tous vos spectacles, ça joue, ça chante, ça danse. C'est du rire au drame. C'est vraiment du théâtre de haut vol. Hein. C'est vraiment du théâtre de haut vol. Comment on fait pour adapter ces pièces, mais avec autant de force, autant de talent, quoi. Enfin, je pense qu'il faut être fou pour faire ça. Je sais pas. C'est génial, j'adore cette folie. Faut être fou, mais si je peux me permettre, faut être aussi très bien guidé, chose que Maria a très bien fait. Même si j'ai rejoint le projet plus tard, elle avait une idée très claire de ce qu'elle voulait, et du coup, en tant qu'acteur, je pense que c'est très agréable de jouer avec quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Elle a travaillé en amont dessus depuis déjà 1 an, de prendre la pièce, d'avoir les droits bon, pas tous les droits parce qu'il est mort, mais de le traduire et de faire tout ça. Du coup, de suivre quelqu'un qui est aussi passionné, forcément, nous, on a envie de partir avec elle. Et elle avait à la fois ce cadre de je sais exactement ce que je veux, et à l'intérieur de ce cadre, on avait énormément de liberté. Moi, je sais que pour le personnage justement d'Anna, j'avais beaucoup de liberté à amener moi ma patte à moi, ce qui est très agréable, tout en sachant exactement où on va. Et ça, du coup, c'est génial d'être guidé comme ça aussi. Donc oui, fou, mais quand même bien fou, quoi. Alors il y a le bien dedans. Et non mais c'est vrai. C'est dingue. Alors il y a comment dirais-je, on a alors Katerina Astratova et Maria Kirichenko. Donc vous avez joué toutes les deux le personnage de Varka, un personnage très fort, mystérieux. Alors dans le texte, on l'a dit sorcière. Moi, je trouve qu'elle est magique. C'est plus qu'un rôle, c'est une stature. Enfin, il y a des scènes qui sont immensément fortes. Celle où elle est avec Knaté, elle est vraiment dessus et elle prend possession de Knaté. C'est Knat. Attention. C'est Knat. Attention, ouais, je vais y arriver. La maman juste ici, donc. Vous reviendrez le voir, c'est pas grave. Donc, et de Knat, comment on fait pour travailler ce personnage-là si fort? On a commencé par le corps. On a commencé par les exercices plastiques corporels pour trouver justement cette force, cette stature d'une personne qui n'est pas tout à fait une personne normale, on va dire, une personne mystérieuse. Et après, c'est dans le micro. Après, c'est aller en profondeur et comprendre pourquoi elle se conduit de cette manière.
Voilà, pourquoi exactement ça? Pourquoi elle lâche pas? Pourquoi elle va jusqu'à la fin, on peut dire. C'est génial. Et tu sais quoi, il est 20h29. On parlerait des heures de cette pièce. Alors, vous imaginez le travail de Qui est coupable? Vous imaginez le travail de Peter Pan. Donc, merci encore. Merci encore à nos invités d'avoir accepté nos invitations. Merci beaucoup. Merci à vous. Angela Dalakian. Je rappelle qu'on pourra admirer vos œuvres lors de la conférence spectacle Sensualité, Lingerie et Histoire le jeudi 5 décembre à partir de 19h à l'hôtel Odalis City, 14 rue Hélène et François Missoff à Paris dans le 17e. Merci beaucoup à la compagnie Hors des Frontières. Merci à Maria, Gary, Olga, Nina, Katerina. Je vous rappelle votre pièce Peter Pan à partir du 7 décembre tous les samedis pendant les vacances scolaires au théâtre Clavel et jouée à 3 rue Clavel à Paris dans le 19e arrondissement. Merci beaucoup Eric à la réalisation de cette émission. Merci beaucoup à Rababaloul pour sa confiance. Merci aussi à nos partenaires. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. La semaine prochaine dans Bienvenue à l'Est, nous recevons la pianiste qui révolutionne la musique classique, Tatiana Victory. On parlera aussi théâtre avec la compagnie 3.6 Nooscope. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Claude Alexis et l'émission Le Fil de l'Avenir. À la semaine prochaine, Anna. À la semaine prochaine, Jérôme. On vous dit à la semaine prochaine dans Bienvenue à l'Est. C'est sur Armada. C'est sur Armada. Pensez à rire, c'est le plus important. Et surtout, n'oubliez pas le Téléthon 36-37. Ciao.